Comment la spéculation a ruiné le monde deux fois. Imaginez parier l'économie mondiale sur un coup de poker et tout perdre. C'est un peu l'histoire de la spéculation, cette machine folle qui par deux fois a transformé un rêve d'argent facile en chaos planétaire. 1929, 2008, deux dates, deux crises et la même sale impression de déjà-vu. À chaque fois, une poignée de financiers, persuadés d'avoir trouvé la combine du siècle, se met à jouer avec l'argent du monde entier. Et à la fin, c'est tout le monde qui paie l'addition. Des millions de vies qui basculent, des fortunes qui s'évaporent et une confiance dans le système qui est pulvérisée. Mais comment est-ce possible? Quel est ce mécanisme, ce schéma qui semble se répéter et qui a permis à l'histoire de bégayer de façon aussi tragique à près de 80 ans d'intervalle? Aujourd'hui, on décortique ce phénomène. On va voir comment la même histoire d'euphorie, de cupidité et d'aveuglement collectif s'est jouée deux fois. Vous allez découvrir le schéma en 3 étapes qui, par 2 fois, a mené le monde au bord du gouffre. Parce qu'en comprenant le passé, on a peut-être une chance de repérer les signaux d'alarme du futur. Toute grande catastrophe financière commence de la même manière, par une fête. Une période où l'optimisme est tellement intense qu'il en devient complètement irrationnel. On se persuade que les arbres montent jusqu'au ciel et que la prospérité est une ligne droite, infinie, ascendante. Retour dans les années 20. L'Amérique sort de la Première Guerre mondiale victorieuse, galvanisée. Un vent d'optimisme fou souffle sur le pays. C'est l'ère du jazz, des gratte-ciel qui poussent comme des champignons et de la consommation de masse. Pour la première fois, grâce au crédit, la classe moyenne peut s'offrir une voiture, une radio et même une part du gâteau capitaliste. Wall Street, qui était le club privé de l'élite, ouvre ses portes. Des banquiers stars comme Charles Mitchell, le patron de la National City Bank, voient de là une occasion en or, élargir leur clientèle. Ils martèlent un message simple, tout le monde peut et doit devenir actionnaire. Les journaux racontent des histoires de chauffeurs ou de secrétaires devenus millionnaires en bourse. L'idée s'installe que la bourse est un jeu où tout le monde gagne, une machine à créer de l'argent à partir de rien. Le vrai carburant de cette euphorie, c'est une innovation financière qui ressemble à un tour de magie. L'achat sur marge. Le principe est d'une simplicité redoutable. Vous voulez acheter pour 1000 $ d'actions, mais vous n'avez que 100 $? Pas de problème, votre courtier vous prête les 900 $ qui manquent. Si l'action grimpe de 10%, elle vaut 1100 $. Vous remboursez les 900 $ et il vous reste 200 $. Vous venez de doubler votre mise de départ. C'est l'effet de levier, une puissance de feu financière décuplée, mise entre les mains de millions d'amateurs. Entre début 1928 et octobre 1929, le montant de ces prêts a tout simplement doublé. L'Amérique s'endette massivement, non pas pour investir dans des usines, mais pour parier sur la hausse des cours. Cette frénésie aspire tout l'oxygène de l'économie. Dès le printemps 1929, les voyants passent au rouge. La production auto baisse, la construction ralentit, mais à Wall Street, la fête continue. La valeur des actions est totalement déconnectée des profits réels des entreprises. On n'achète plus une action pour ses dividendes, mais dans l'espoir de la revendre plus cher, très vite, à quelqu'un d'encore plus optimiste. C'est la définition même d'une bulle. Avance rapide, 80 ans plus tard. Le décor a changé, mais l'ambiance est étrangement similaire. Au début des années 2000, le monde se remet de l'éclatement de la bulle Internet et des attentats du 11 septembre. Pour éviter la récession, la Réserve fédérale américaine, la Fed, alors dirigée par Alan Greenspan, décide d'inonder le marché d'argent pas cher en baissant ses taux d'intérêt à des niveaux historiquement bas. L'argent est quasi gratuit. Et un nouveau rêve américain est vendu à la population, celui de la société de propriétaires. L'idée que posséder sa maison est le pilier de la réussite. Pour des millions de foyers, la promesse est irrésistible. Les banques, qui nagent dans les liquidités, se lancent dans une course folle pour prêter cet argent. Leur nouvelle cible, les ménages à faible revenu, ceux qui, normalement, n'ont pas accès au crédit immobilier. Ce sont les fameux prêts subprimes. Pour les attirer, on leur propose des conditions incroyables. Pas d'apport, des taux très bas les premières années, qui bien sûr sont destinés à exploser par la suite. Comme dans les années 20, l'euphorie s'installe. Les prix de l'immobilier grimpent en flèche. Entre 1993 et 2006, la valeur moyenne d'une maison aux États-Unis augmente de 92%. Les propriétaires se sentent riches et utilisent leur maison comme un distributeur de billets. Les banques, elles, se fichent de savoir si leurs clients pourront rembourser. Pourquoi ?
parce qu'elles sont convaincues que l'immobilier ne peut que monter. En cas de problème, il suffira de saisir la maison et de la revendre avec un bénéfice. Dans les deux cas, la recette du désastre est la même. On prend un actif réel, une action ou une maison, et on le transforme en jeton de casino. On arrose le tout d'argent facile et de crédit bon marché. Et on vante au public un rêve de richesse sans effort. La première étape est en place. La scène est prête pour la suite. La mécanique infernale qui va transformer cette euphorie en bombe à retardement. Si l'euphorie, c'est le carburant, l'ingénierie financière, c'est le moteur de la bulle. C'est la phase où la cupidité se dote d'outils, soi-disant sophistiqués, pour amplifier le phénomène et, surtout, pour faire semblant que le risque a disparu. En surface, les mécanismes de 1929 et de 2008 n'ont rien à voir. Mais si on gratte un peu, la logique est la même. Prendre un risque, le découper en morceaux, l'emballer dans un joli paquet et le refiler aux voisins. Retour à Wall Street à la fin des années 20. L'achat sur marge n'est que la partie visible de l'iceberg. Une autre structure, bien plus opaque, va faire exploser la spéculation. Les investment trusts. Imaginez une entreprise dont le seul but est d'acheter des actions d'autres entreprises. Sauf qu'ici, le système devient pervers. Ces trusts émettent leurs propres actions, que le public s'arrache. Avec l'argent, ils achètent massivement d'autres actions, ce qui fait monter tout le marché. La valeur des actions du trust explose, attirant encore plus d'investisseurs. Mais la folie ne s'arrête pas là. On voit apparaître des trusts qui investissent dans d'autres trusts. C'est un système de poupées russes. Le trust A possède des actions d'usine. Le trust B possède des actions du trust A. Et un trust C, gigantesque, possède des actions du trust B. Chaque étage ajoute de la dette et de l'effet de levier. Le résultat est une pyramide de Ponzi parfaitement légale. La valeur de l'action du trust C, tout en haut, n'a plus aucun rapport avec la valeur réelle des actifs à la base. Elle repose sur une cascade de valorisation artificielle qui a créé une richesse de papier. L'impact sur le marché est énorme. Cette demande artificielle pousse les cours à des niveaux délirants et rend tout le système incroyablement fragile. 80 ans plus tard, la mécanique est plus complexe, mais le principe est le même. Le mot magique, c'est titrisation. Une banque accorde des milliers de prêts immobiliers, dont les fameux subprimes bien risqués. Au lieu de garder ces prêts et le risque qui va avec, la banque les regroupe en un seul énorme paquet. Imaginez que ce paquet, c'est de la viande de qualité très variable. La banque passe ce paquet dans un hachoir financier et en sort un nouveau produit, un MBS, Mortgage Backed Security. C'est notre saucisse financière, dont on ne connaît plus très bien les ingrédients. La banque vend cette saucisse à Wall Street, empoche de l'argent frais et se débarrasse du risque. Elle est donc encouragée à produire encore plus de prêts pourris pour alimenter la machine. Mais ce n'est pas fini. La banque d'investissement de Wall Street prend la saucisse MBS et la découpe en tranches. C'est ce qu'on appelle un CDO, Collateralized Debt Obligation. Il y a les tranches senior, les plus sûres, qui seront remboursées en premier. Le filet mignon. Il y a les tranches mezzanine, un peu plus risquées. Et enfin, la tranche equity, la plus toxique, le gras et les abats. Le coup de génie, ou plutôt de folie, vient maintenant. Les banques vont voir les agences de notation, Moody's, Standard & Poor's, et leur demandent de noter ces tranches. Et là, miracle, les agences, qui sont payées par les banques elles-mêmes, attribuent la meilleure note possible, AAA, aux tranches senior. Leur argument ? La magie de la diversification. La probabilité que des milliers de propriétaires dans tout le pays arrêtent de payer en même temps est jugée quasi nulle. Cet échec de régulation est total. Personne ne contrôle le conflit d'intérêts évident. Un produit noté AAA est perçu comme aussi sûr qu'une obligation d'État. Ces tranches de saucisses peuvent alors être vendues partout dans le monde à des fonds de pension, des assureurs, des mairies. Bref, à des investisseurs qui cherchent la sécurité. Le risque a été pris, haché, tranché, estampillé sans danger et dispersé aux quatre coins du globe. La bombe est armée. Il ne reste plus qu'à attendre que quelqu'un craque une allumette. Une bulle, par définition, ça finit toujours par éclater. Il arrive un moment où la réalité refait surface. L'euphorie cède la place à la peur, puis à la panique totale. C'est le crack. Un moment bref et violent qui révèle l'absurdité des années d'excès. Fin de l'été 1929.
Le marché, après des sommets historiques, devient nerveux. Quelques économistes sonnent l'alarme, mais on les traite de rabat-joie. Pourtant, le doute s'installe. Les plus gros joueurs commencent à vendre discrètement pour encaisser leurs profits. Et puis, le vernis craque. Le jeudi 24 octobre 1929, le jeudi noir, une vague de ventes submerge Wall Street. Les cours s'effondrent, c'est la panique. À midi, l'indice Dow Jones a perdu 22%. Dans une scène digne d'un film, les grands banquiers de l'époque se réunissent et décident de racheter massivement des actions pour stopper l'hémorragie. Le geste se veut rassurant, et pendant un court instant, ça marche. Le marché se stabilise, sauf que ce n'est qu'un pansement sur une jambe de bois. Pendant le week-end, la peur infuse. Les milliers de petits spéculateurs qui avaient acheté à crédit reçoivent des appels de marge. Leurs courtiers leur demandent de remettre de l'argent qu'ils n'ont pas. Leur seule option est de vendre, à n'importe quel prix. Le lundi 28 octobre, la digue cède. Puis vient le mardi 29, le mardi noir, le jour le plus dévastateur de l'histoire de Wall Street. C'est un sauve-qui-peut général. Tout le monde vend, personne n'achète. En quelques jours, des années de fausses richesses sont anéanties. La partie de poker est terminée et la facture est astronomique. En 2007, le château de cartes des subprimes commence à trembler. Les taux d'intérêt des prêts immobiliers se mettent à grimper. Pour des millions de familles, les mensualités doublent ou triplent. Les défauts de paiement se multiplient. Les banques saisissent les maisons, mais en les revendant toutes en même temps, elles provoquent l'impensable. Une chute des prix de l'immobilier. Le risque qu'on croyait disparu refait surface. Les fameux CDO, ces actifs toxiques qui inondent les bilans des banques, ne valent plus rien. En mars 2008, la banque Bear Stearns est sauvée de justesse de la faillite. Le moment de vérité arrive le week-end du 13 septembre 2008. Une banque bien plus grosse, Lehman Brothers, est à l'agonie, étranglée par ses actifs toxiques. Le gouvernement américain, mené par le secrétaire au Trésor Henry Paulson, tente de trouver un repreneur. Mais personne n'en veut. Le dimanche soir, la décision tombe, et elle va stupéfier le monde. Le gouvernement décide de laisser Lehman Brothers faire faillite. L'idée est de faire un exemple, de montrer que personne n'est trop gros pour faire faillite. Le lundi 15 septembre, Lehman se déclare en faillite. C'est une explosion nucléaire financière. L'effet est instantané. Lehman était connecté à des milliers d'autres institutions dans le monde. Sa chute gèle complètement le marché interbancaire. Les banques ne se font plus confiance et arrêtent de se prêter de l'argent. Le système sanguin de la finance mondiale est à l'arrêt. C'est un infarctus. Le lendemain, le géant de l'assurance AIG est sauvé en urgence par l'État pour 85 milliards de dollars. Mais le mal est fait. Le poker a de nouveau tourné au désastre. Et comme en 1929, l'éclatement de la bulle n'est que le début des vrais problèmes. L'explosion d'une bulle financière, ce n'est pas juste une histoire de chiffres sur un écran. C'est une onde de choc qui frappe l'économie réelle. L'argent virtuel qui s'évapore se traduit par des usines qui ferment, des emplois qui disparaissent et des vies brisées. Pour ceux qui n'ont jamais mis un pied à Wall Street, l'addition est souvent la plus lourde. Après le krach de 1929, le système bancaire américain s'écroule. Les déposants, paniqués, se ruent pour retirer leur épargne. C'est le bank run. Des milliers de banques font faillite. Cette crise asphyxie l'économie. Les entreprises ne trouvent plus de crédit. Les ménages ne consomment plus. La production industrielle américaine est divisée par 2. Le chômage explose, atteignant 25% en 1933. 13 millions d'Américains sont sans travail. Les images des soupes populaires et des bidonvilles, les Hoovervilles, marquent l'histoire. La crise devient vite mondiale. Les banques américaines rapatrient leurs capitaux d'Europe, provoquant des faillites en chaîne, notamment en Autriche et en Allemagne. En réaction, les pays se lancent dans une guerre commerciale absurde. C'est notamment le cas avec la loi Smoot-Hawley aux États-Unis, qui impose des droits de douane exorbitants pour protéger l'industrie américaine. Les autres pays répliquent et le commerce international s'effondre, propageant la dépression à la planète entière. Les conséquences sont aussi politiques. La misère crée un terreau fertile pour les extrémismes. En Allemagne, où le chômage atteint 44%, la crise est un tremplin pour la montée du parti nazi. La crise de 1929 n'a pas seulement causé une décennie de souffrance, elle a aidé à paver la voie vers la Seconde Guerre mondiale. Après la chute de Lehman Brothers en 2008, l'histoire se répète, en accéléré. Pour éviter l'effondrement total, les gouvernements injectent des milliers de milliards pour sauver les banques. On sauve le système, mais l'économie réelle est déjà en train de couler. Le crédit se contracte brutalement, c'est le credit crunch. L'investissement et la consommation plongent. Aux États-Unis,
Près de 9 millions de familles perdent leur maison. Le chômage grimpe. Un mouvement social, Occupy Wall Street, émerge avec le slogan « Nous sommes les 99%», dénonçant la responsabilité du monde financier. La contagion est encore plus rapide qu'en 1929. Les banques européennes, pleines d'actifs toxiques américains, sont au bord du gouffre. La crise bancaire se transforme en Europe en crise des dettes souveraines. Des pays comme la Grèce, le Portugal ou l'Espagne sont au bord de la faillite. Ils sont sauvés, mais en échange, on leur impose des politiques d'austérité brutales. Coupe dans les salaires, les retraites, les services publics. Le principe est toujours le même, c'est la socialisation des pertes. Les profits de la spéculation sont privés, et pour une minorité. Mais quand tout s'écroule, les pertes sont épongées par toute la société, via le chômage, les impôts pour sauver les banques, ou des années d'austérité. Le casino ferme, mais c'est nous qui payons la note. Alors, au final, qu'est-ce que ces deux histoires nous racontent? Elles nous parlent de l'illusion dangereuse qu'on peut créer de la richesse à l'infini, déconnectée de l'économie réelle. C'est la croyance que la finance peut faire disparaître le risque, alors qu'elle ne fait que le cacher sous le tapis. Que ce soit avec des actions à crédit en 1929 ou des prêts immobiliers pourris en 2008, le mécanisme est le même. On construit une pyramide de dettes sur des fondations en sable, en espérant que la musique ne s'arrête jamais. Mais la musique finit toujours par s'arrêter. Et là, c'est la panique. Le cycle de la nature humaine, qui oscille entre la cupidité et la peur, semble inévitable. La vraie question c'est, a-t-on appris la leçon? Après 2008, des régulations comme la loi Dodd-Frank aux États-Unis ont tenté de renforcer le système. Mais avec le temps et un lobbying intense, beaucoup de ces garde-fous ont été affaiblis. Aujourd'hui, on voit de nouvelles bulles se former dans les crypto-monnaies, ou certaines actions technologiques, des secteurs où la régulation a souvent un train de retard. La prochaine crise ne ressemblera sans doute pas exactement à celle du passé. Mais les ingrédients de base, de l'argent facile, une belle histoire de richesse rapide et un instrument financier miracle que personne ne comprend vraiment, seront sûrement là. Comprendre ces schémas, ce n'est pas une garantie contre les erreurs futures, mais c'est notre meilleure défense. C'est un appel à la vigilance et à la mémoire. Parce que ceux qui oublient l'histoire sont condamnés à la revivre.